Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'invité de l'histoire, notre émission, vous le savez désormais, qui consacre et célèbre les héros de l'Afrique et de ses diasporas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande dame. C'est la rentrée, ce sont nos retrouvailles, nous avons commencé il y a quelques mois maintenant, mais cette fois-ci, nous prenons un train. C'est un très très long voyage qui commence et on espère qu'elle nous a emmener ces bénédictions, notre invité que vous allez découvrir dans un instant, qui est voilà, une grande dame, comme je vous l'annonçais déjà depuis l'été, une grande dame de la presse, de la télévision, des médias africains sur la place parisienne. Mais on va parler d'une héroïne encore plus ancienne aujourd'hui. Elle s'appelle, puisqu'elle est rentrée dans l'histoire et dans les mémoires, Timpa Vita. Timpa Vita, c'était une jeune femme de 20 ans, à peine 20 ans, dans le royaume du Congo. Empire, peut-être, nos invités nous diront, et qui s'était soulevé contre celui qui était l'opposant, celui qui était, le colon. Celui qui était le colon sur place. Timpa Vita a été tué pour ce faire. C'est une martyre. On va décrypter sa vie, son œuvre, et puis le contexte colonial de ce Congo qui était très proche du Portugal à l'époque et non pas de la Belgique comme on le sait de façon générale aujourd'hui. Voilà le sujet de ce jour. Tout de suite, on va découvrir notre invité. Anastasie Toudièche, bonsoir. Bonsoir Gabriel Mbarga. Vous êtes donc celle qui a choisi, parce que c'est le principe de l'émission, ce sont les invités qui choisissent, de nous dire qui a frappé leur mémoire. Et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de parler de cette femme extraordinaire, comme vous l'avez si bien dit, Timpa Vita, congolaise, j'allais dire citoyenne, femme du royaume Congo. Et j'ai découvert cette femme il y a un certain temps, déjà à 15 ans, parce que je faisais partie d'une troupe de théâtre et le metteur en scène, il avait été décidé qu'on jouerait Dona Beatrice, parce que l'autre nom de Timpa Vita est Dona Beatrice, rencontre avec les Portugais oblige, de Bernard Dadier, pièce en 3 actes qui a été publiée en 1976, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Je compte sur votre mémoire ce soir. Et dans la troupe, donc, il y avait mes sœurs, et puis moi, et puis d'autres personnes. Et j'ai joué Timpa Vita. Et mes sœurs, évidemment, étaient ravies de me voir crépiter, brûler sur le bûcher à la fin de la pièce de théâtre. Mais ça a été un moment très important, très intense pour moi, de découverte d'un personnage que je trouve, encore, nous en parlions tout à l'heure avec Madame Serbin, éminemment moderne. C'est une jeune femme d'aujourd'hui, libre de sa pensée, libre de ses agissements, qui n'a pas peur d'affronter et d'assumer ce qu'elle a à faire, qui s'engage et qui va de l'avant. Vous l'avez soufflé un petit peu, on sait désormais qui est notre invité en face de vous, mais ce n'est pas un secret puisque c'est la place qui lui est dévolue depuis quelques numéros maintenant. Puis elle était un peu incontournable sur un sujet comme celui-là. Oh là là, elle qui est l'auteur, on le sait, de Reine et héroïne d'Afrique, qui est un livre fondateur sur toutes ces femmes dont l'Afrique doit se souvenir pour se structurer. Mais avant cela, on va découvrir plus en profondeur notre invité pour que le grand public sache qui vous êtes profondément. Je vous ai soumis à l'exercice que tout le monde ici passe, à savoir un portrait à travers des photographies que vous choisissez vous-même. Première photo. C'est une photo qui est censée parler de vos activités. Pourquoi un couteau suisse ? J'ai choisi un couteau suisse parce que, comme beaucoup de femmes qui élèvent des enfants et qui travaillent, je suis tout. J'ai plusieurs casquettes. Mon métier de journaliste est un métier que j'ai choisi, que j'aime profondément, qui me prend du temps, de l'énergie. Et en même temps, mon métier de maman est un métier qui est très important pour moi aussi. Mon métier de grande sœur également, mon métier d'amie. Enfin voilà, on est toutes les femmes. I'm every woman, comme l'a chanté entre autres Whitney Houston. Et même dans ce métier de journaliste, il faut savoir être, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, polyvalent. Il faut savoir rédiger, il faut savoir préparer, anticiper. Et je me souviens d'une jeune femme qui m'engueulait, pardon de l'expression, parce qu'elle me demandait quelle était ma spécialité. Et il se trouve que ma spécialité, c'est que j'en ai pas. Je suis tellement curieuse que la politique m'intéresse, la société m'intéresse, la culture m'intéresse. Je peux m'intéresser à la reproduction des fourmis, comme à Timpa Vita, comme aux spécificités, aux plats, typiquement. Vous exercez vos talents sur quelle chaîne en ce moment ? Sur Africa numéro 1.
Principalement. Absolument. Et puis vous faites des éditos quelquefois. J'ai représenté Africa numéro 1 sur une émission qui s'appelait L'Hebdo, qui a été arrêtée au mois de juin il y a 2 ans. Et c'était une émission qui traitait de politique et société nationale et internationale. J'invite les téléspectateurs à aller sur YouTube, hein, on peut les citer, pour retrouver un fameux débat, un corps à corps que vous avez eu contre le bien nommé Éric Zemmour. Et corps à corps, le mot est un peu fort, mon cher Gabriel. Le mot était un peu fort. Deuxième photo, et celle-là est censée évoquer votre famille. Curieux choix. C'est une image de chute, de cascade, de nature. En réalité, j'ai choisi une image de forêt tropicale. Et alors là, elle est centrée sur la chute. Parce que, je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles, mais j'ai une famille... Enfin, je dis souvent que je suis l'arbre qui cache la forêt. J'ai une famille... très nombreuses. Et un peu comme la forêt tropicale, il y a des coins qui sont inquiétants, il y en a d'autres qui sont rassurants, il y a des lieux qui sont rafraîchissants comme la cascade, et en tout cas, elle m'est indispensable comme la forêt. Une place comme troisième photo pour parler d'un lieu emblématique de votre pays. La place de la Victoire. La dernière fois que j'ai été au Congo, c'était il y a 20 ans. J'avais donc 17 ans et j'étais avec mes sœurs et ma mère pour des vacances. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait aucun endroit d'où vous étiez à Kinshasa, partout où on était, on entendait des petits, ce qu'on appelle les fula-fula, des petits bus en commun. Et les conducteurs appelaient systématiquement les gens en disant « Victoire, Victoire ». C'est le lieu, la place névralgique de Kinshasa. Elle a été appelée place de la Victoire, évidemment en référence à l'indépendance, aux indépendances du 30 juin. Et, le 30 juin de l'an 1960. D'accord. Les deux mains symbolisent le travail, la force de la créativité artistique. Et ça, ce ne sont pas vos téléspectateurs à qui j'apprendrai la créativité des Congolais, en termes de musique notamment, mais artistiquement aussi. Un animal emblématique du Congo? Alors, ce n'est pas un animal emblématique du Congo que j'ai choisi. J'ai choisi un animal qui est emblématique pour moi, qui me plaît beaucoup et qui m'a toujours plu. Et en même temps, c'était un choix un peu ironique. J'ai toujours été fascinée par la panthère noire parce que j'estime que c'est un animal mystérieux, très beau. Et j'aime beaucoup, chez les félins, le fait qu'ils n'attaquent pas tant qu'on ne les agresse pas. Et ça vient parler d'une certaine forme de féminité aussi. Voilà, j'aime beaucoup la panthère avec ses petits, qu'il ne faut pas approcher sous peine de s'exposer. Et en même temps, c'est aussi un clin d'œil un peu ironique à toutes ces personnes. Je ne connais aucune femme noire, et peut-être Madame Servin nous dira la même chose, à qui qu'on n'est pas comparé à un félin. Ah, vous aussi, voilà. On a toute notre histoire de panthère noire ou de lionne à raconter. On finit toujours par être confronté à quelqu'un qui éprouve le besoin, allez savoir pourquoi, de nous comparer à une panthère ou à une lionne. Je vous ai demandé une cinquième photo qui aurait dû être un masque africain. Oui. Et vous m'avez dit, je ne vous en donne pas, je vous dirai pourquoi. Si vous me posez la question au plateau. C'est fait. Bon, alors je n'ai pas choisi de masque parce que je les trouve très beaux, mais en même temps, depuis que je suis toute petite, les masques me font peur. Et ça faisait beaucoup rire mon père. Donc je ne peux pas vous apporter un masque que je vais trouver beau parce que je n'ai pas ce rapport-là au masque. Je n'ai pas un rapport de fascination, je suis plutôt terrifiée en fait. D'accord. Cette journée, vous pensez seulement à Kimpa Vita, vous pensez peut-être à d'autres choses aujourd'hui, proche de la famille? C'est une journée très particulière et je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau un 10 septembre parce que c'est un anniversaire qui ne devrait pas l'être, mais qui aujourd'hui est un peu douloureux, enfin très douloureux, parce que ma jeune sœur aurait eu 33 ans aujourd'hui et elle nous a quittés il y a quelques mois. Donc quand vous m'avez proposé cette émission et que finalement la date est tombée le 10 septembre, j'ai trouvé ça assez extraordinaire et avec votre accord, je voudrais lui dédier cette émission. Elle aurait été très fière parce qu'elle a joué dans cette pièce. Kimpa Vita, elle était toute petite. Elle a une grande âme qui veille sur elle à partir de ce soir. C'est justement celle dont nous allons parler tout de suite même, Kimpa Vita, avant de présenter celle qui va nous éclairer tout au long de ce débat, parce qu'elle est historienne, parce qu'elle a écrit sur la question et parce que nous l'aimons bien ici. Nous allons parler donc de Kimpa Vita en images. Nous allons voir une photo et sommairement, je vais vous brosser un portrait que mes invités vont étayer tout à l'heure. Alors, tout commence en août 1704. Une jeune fille de 20 ans, nommée Kimpa Vita, se lance dans une grande campagne de prédication à travers ce qui était alors l'Empire, le Royaume du Congo. Depuis plus de 200 ans, déjà, le pays commerçait avec le Portugal. Tout commence
au début, au commencement de cette arrivée portugaise, c'était en 1482, lorsqu'un navigateur portugais nommé Diego Cao découvre un vaste empire au centre de l'Afrique. Il rencontre le roi Nzinga Nkuvu un an plus tard. Ce dernier se convertit au catholicisme en 1490. C'est allé très vite, 8 ans à peine. Son petit-fils, Lukeni Loi Nzinga, fut envoyé au Portugal et devint le premier évêque africain de l'Église catholique sous le nom de Henrique. C'est donc dans un contexte de christianisation à outrance, de commerce, de traite négrière, de déstabilisation de l'État congolais et de ses mœurs qu'une jeune fille se soulève de 20 ans et puis elle décide de restaurer la monarchie dans sa légitimité. Nous sommes en 1704. On insiste sur la date. Car depuis 1678, c'est-à-dire pendant à peu près 40 ans, et ce, pendant près de 40 ans, le royaume est plongé dans une guerre civile et une guerre de succession, disons ça, parce que l'Empire du Congo, c'était plusieurs empires, on va dire, fédéraux qui s'étaient réunis au couteau de la capitale, Mbanza Congo, qui signifiait le nœud du pays, finalement. Il n'y a pas meilleure signification pour parler d'une capitale. La capitale est abandonnée par le souverain légitime. Et c'est à sa recherche que va Chimpavita. Elle tente de réconcilier les deux régents, parce qu'il y en avait deux qui se disputaient le trône. En 1706, elle met au monde un garçon, né d'une union avec son fidèle lieutenant, Jean, puisqu'ils avaient été christianisés. Les Portugais sautent sur l'occasion et la font condamner pour hérésie et sorcellerie, alors que la virginité avant le mariage ne faisait pas partie des mœurs congolaises. Elle est brûlée vive en 1706. Chimpavita a payé de sa vie parce qu'elle l'avait vu juste. Elle avait compris que le christianisme ne servait aux Portugais qu'à leur commerce des choses et des êtres. Elle se revendiquait de saint Antoine, le saint qui fit vœu de pauvreté. Pour elle, Jésus était noir et né à Mbanza, Congo. Elle compte encore des milliers d'adeptes aujourd'hui. C'est d'elle. C'est de cette femme qu'on va parler ce soir en compagnie, je vous la présente maintenant, de Madame Sylvia Cerba, incontournable. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est passé par cette région-là. Reine et héroïne d'Afrique, c'est le livre majeur. Hein, Je tiens à donner le titre exact, c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Très bien, voilà. Très bien. On a pris un raccourci, vous nous pardonnerez. Et vous n'avez pas parlé de Chimpavita dans ce livre-là, mais de quelqu'un qui est un de ses précurseurs, la Reine Nzinga, davantage. Non, les deux portraits figurent dans Reine d'Afrique. Hein. Nzinga, qui était une grande résistante, au XVIIe siècle, et Chimpavita aussi. Hein, d'accord, justement... son cheminement aussi est interrogé à travers ce livre. J'ai survolé tout à l'heure, hein, très rapidement, je comptais sur vous pour aller plus en profondeur. Qui était cette jeune femme, Chimpavita, de 20 ans? D'où venait-elle? Quel était un petit peu le milieu dans lequel elle a grandi? Oui, auparavant, je pense qu'il faut peut-être revenir un peu sur le contexte de l'époque. Vous l'avez dit, les Portugais sont installés au Congo et ils ont établi des relations surtout avec l'élite citadine et avec les dirigeants, avec le pouvoir politique. Donc, ils sont les conseillers des rois et en même temps, ils font du commerce, notamment de négrier, de la traite négrière, auquel participent malheureusement certains rois du Congo. Et pendant ce temps, la deuxième chose qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, le royaume est très étendu et il y a énormément de princes qui dirigent leur province. Et le Portugal va jouer sur les tensions entre les uns et les autres parce que tous ces gens sont avides de pouvoir, va armer des factions rivales et diverses. Et très vite, le Congo tombe dans une guerre civile où la population se retrouve complètement désemparée. L'agriculture est déficiente, la famine, les maladies, et le peuple ne sait plus à quel saint se vouer pendant que les princes et le roi s'amusent à guerroyer. Donc c'est dans ce climat de tension extrême qu'apparaît cette jeune fille qui est christianisée puisqu'elle fait partie d'une élite provinciale, puisque tous ceux qui étaient christianisés c'était des gens de bien, d'origine Bakongo. Et donc elle s'appelle, son nom de baptême c'est Béatrice, voilà, on l'appelle Donna Béatrice après. Donc cette jeune fille
Ce qui est étonnant d'ailleurs, et c'est pour ça que son personnage est intéressant, c'est de voir comment une jeune fille que rien n'avait préparée à devenir une espèce d'héroïne charismatique se lève un jour et se dit ça suffit. Et pour justifier un peu peut-être cette volonté qu'elle a de restaurer la dignité, la souveraineté de son peuple, elle dit qu'elle a rêvé et qu'elle a eu des songes et que Saint Antoine lui est apparu en songe et que c'est elle qui a été désignée pour essayer d'obliger le roi à reprendre son pouvoir, à éloigner les Portugais qui font tant de mal au pays, et afin que le pays se réunisse et retrouve la paix. Justement, ce pays, ce royaume du Congo, il naît à peu près à partir de quel siècle? Et puis son étendue et son organisation politique, c'était quoi le royaume du Congo? Alors c'est un des plus anciennes, des plus grandes et anciennes entités d'Afrique centrale. Donc son étendue, ça englobait l'Angola d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, la République Congo-Brazzaville, voilà. Aussi une partie du Gabon et probablement du Cameroun de la côte. Voilà, c'est possible parce que c'était vraiment des entités très importantes et qui n'avaient pas vraiment un pouvoir centralisé. Donc il y avait un certain nombre de représentants de la monarchie qui dirigeaient toutes ces provinces éloignées, parce que je me souviens plus de la superficie de l'époque, mais c'est vraiment que d'ailleurs aujourd'hui la RDC souffre aussi de cette espèce d'étendue qui fait qu'il y a des espèces de résurgence et de velléité de faire sécession un peu partout. Je ne crois pas que ce soit l'étendue de la RDC qui pose problème, mais la façon dont cette étendue est gérée. Les États-Unis sont bien plus grands. Oui, non, c'est pour dire que ce n'est pas un pouvoir centralisé par nature, hein, parce qu'il y a eu des États très centralisés qui ont su résister. Quand je vois le royaume aussi, par exemple, au Burkina Faso, qui a maintenu sa souveraineté pendant plusieurs siècles, qui est moins étendue, mais qui a maintenu sa souveraineté jusqu'à la conquête coloniale. Donc il y a certaines traditions comme ça qui font que... Ils avaient moins de richesse peut-être aussi. Oui, ils ont attiré moins de convoitises. Alors c'est vrai que, alors je ne sais pas en termes d'organisation, moi ce que je me suis laissé dire, c'est que c'était aussi un royaume très organisé. Et que les Portugais, enfin les Européens, à leur arrivée, ont été très impressionnés par l'organisation, il y a la hiérarchisation, bien qu'éclatée, bien qu'étendue du royaume, enfin de l'Empire. Et c'est ça qu'ils vont essayer justement de casser en essayant d'attiser les rivalités, en faisant distribuer des armes aux uns et aux autres. Et une fois que tous ces gens avides de pouvoir ont des armes modernes entre les mains, c'est là où la guerre civile va éclater, où les tensions vont se raviver entre les uns et les autres. Et puis il faut dire que c'était un royaume où le commerce était très développé. Vraiment, ils vivaient très prospère et qui avait énormément de richesses qui a tout de suite attiré les pays européens. Les Portugais arrivent quand, comment, et comment arrivent-ils à pénétrer très subtilement, hein, il faut le dire, la société congolaise? Alors ils arrivent au XVe siècle, je parle sous le contrôle de Madame Serbin, ils arrivent au XVe siècle en cherchant la route des Indes et puis par la côte. Et alors comment ils ont réussi à pénétrer de façon aussi rapide et insidieuse le tissu social congolais de l'époque? Je ne sais pas. Moi, ma réponse de femme d'aujourd'hui et avec mon regard sur la société congolaise d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier chez les Congolais, c'est la façon dont nous accueillons l'étranger. Et d'après ce que j'ai pu lire aussi de l'époque, et dans la pièce de Bernard Dadier, c'est très présent. C'est-à-dire que c'est vraiment donne tout à l'étranger. L'étranger est le roi, l'étranger doit avoir une place centrale. Ce qu'il apporte, loin d'être menaçant, est au contraire une richesse. Et pourquoi pas du mimétisme, puisque ça me renforce. Et c'est d'autant plus vrai, j'imagine, dans un royaume éclaté. Donc tout ce qu'on va pouvoir avoir, qui va être plus brillant, enrichi, augmenté de choses que les autres n'ont pas, c'est toujours bon à prendre. Donc et cet esprit-là, les Congolais l'ont encore aujourd'hui. On est très bien accueillis quand on va au Congo. On observe aussi la puissance de l'instrument de la christianisation, parce que c'est ça qui permet finalement le contact et puis de capter les esprits, de se répandre très rapidement. C'est d'une puissance.
c'est d'une puissance extraordinaire. Mais comment un roi qui a reçu un étranger qui est arrivé chez lui, comment se laisse-t-il séduire à ce point pour se donner corps et âme et finalement une partie de son peuple, mais à tout le moins? en fait, avant l'arrivée des missionnaires et du programme de christianisation, il y a eu ces premiers contacts entre les Portugais, des commerçants, des aventuriers de toutes sortes qui demandaient à s'installer, à faire du commerce avec les rois. Et c'est vrai qu'ils ont été accueillis tout de suite avec une grande fraternité. Donc ces gens-là se sont installés. Ensuite, ils ont proposé de faire venir leurs missionnaires. Et je pense qu'à l'époque, beaucoup de dirigeants africains pensaient que pour être mieux considérés par ces souverains occidentaux qui vivaient de l'autre côté de la mer, peut-être qu'en ayant la même religion, c'est le calcul qu'avait fait à un moment la reine Zinga, peut-être qu'en ayant la même religion, les échanges seraient facilités et ils nous considéreraient sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça, je pense que la religion catholique a commencé par les élites. Elle s'est bien développée au niveau des classes dirigeantes et dans les villes, alors que le petit peuple, les villageois, étaient plus réfractaires. Alors il y a aussi peut-être le faste du christianisme, le faste des rituels qui rencontrait le besoin, le goût et l'habitude des fastes royaux. Et au fond, peut-être se reconnaissait-il dans ces fastes et dans cette façon de ritualiser le rapport à la spiritualité. En plus de cela, la religion congolaise qui prévalait avant l'arrivée des Portugais croyait aussi en une espèce de trinité. Oui. Certes animiste, mais c'était une trinité aussi. Donc finalement, moi je pense qu'ils ont su voir, comme encore aujourd'hui beaucoup en Afrique, mais vraiment beaucoup au Congo, ils ont plutôt regardé ce qu'ils avaient qui pouvait les rassembler et les rapprocher de leurs hôtes, plutôt que ce qui les éloignait. Les Portugais n'ont pas eu besoin d'utiliser la force? Non, sauf les uns contre les autres. Parce que, par exemple, quand il y avait le roi qui était attaqué par un vassal, il demandait l'aide du Portugal qui envoyait ses troupes et ensuite il lui était redevable. Ceux qui nous regardent doivent se demander de quelle époque on parle. On parle bien, précisons qu'on est bien au XVe siècle. On parle bien du Congo, oui, et qu'on est bien au XVe siècle. Période qui est antérieure à 1885, Absolument. la conférence de Berlin, au cours de laquelle le Congo devient la propriété du roi. Ça rappelle des choses connues. Et je voulais juste donner un exemple. On parle du roi Afonso du Congo quand il a commencé à découvrir et à lire la Bible, puisqu'ils étaient aussi alphabétisés et tout ça. Il faut remarquer aussi que c'est un des rares pays qui très tôt a envoyé ses enfants. Il y avait une école qui avait été fondée, qui a construit des écoles, des universités, qui a envoyé des enfants au Portugal dès le XVIe siècle pour être formés. Et lui, on disait qu'il était tellement pris par la lecture de la Bible toute la journée qu'il oubliait de manger et qu'il s'endormait comme ça. Donc c'est pour montrer que... Il y avait un fort goût, et il y a toujours une appétence pour la spiritualité, qui est peut-être aussi propre au continent. Regardez aujourd'hui la prolifération des sectes, pour le coup, qui en sont vraiment. Il y a un goût, une appétence pour la communication avec des forces qui nous dépassent. Et ça a joué. D'ailleurs, le Congo avait un ambassadeur au Vatican, très tôt. Oui. On a même une représentation sur une gravure, ce sont des images qui restent, parce que les Capucins, qui étaient notamment les missionnaires qui étaient au Congo, ils écrivent beaucoup, ce sont des scribes, et ils ont laissé beaucoup d'écrits par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qu'on survole depuis tout à l'heure, la traite négrière, dans ce marché de dupes avec le Portugal, le commerce des esclaves, il a été important. C'était une saignée. Ça a été une saignée absolue. Et d'ailleurs, on en a des traces parce que en Haïti, comme au Brésil, comme en Jamaïque, je crois, on retrouve des traces d'individus qui parlent encore une langue très proche du Congo. Oui, absolument. Absolument. Et il paraît que ces esclaves-là ils ont eu une spécificité. Souvent, ils ont porté des révoltes ou des insurrections. On en discutait un petit peu hors antenne. C'est pas parce qu'ils étaient des Antoniens, mais c'est parce qu'ils étaient habitués à la liberté. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Ils venaient d'un continent où ils étaient libres, et là, ils se retrouvaient déportés sur des îles inhospitalières. Et souvent, on les séparait dès qu'ils arrivaient sur le bateau. S'il y en avait 5 de la même ethnie, on les séparait tout de suite. Mais il y en a
qui avaient gardé cette force de résistance et qui ont effectivement initié un certain nombre de révoltes locales dans les Amériques ou dans les Antilles. Oui. Alors, notre héroïne hein, du jour, Chimpavita, ce n'est quand même pas une génération spontanée. Il y a eu des femmes ailleurs, mais déjà au Congo, qui se sont soulevées. Il y a eu quelques années avant elle, Mama Mufuta. C'était une tradition. En fait, c'était des femmes qui étaient initiées apparemment dans des sociétés secrètes déjà et qui, dans un syncrétisme avec le christianisme, ont considéré qu'elles étaient peut-être abusées spirituellement parlant. Disons que chaque fois que le peuple se trouvait dans un état d'inquiétude, de désespérance, et où il leur arrivait des choses qu'ils n'arrivaient plus à expliquer, il y a eu comme ça des personnages qui se sont révélés et qui ont réussi à canaliser toute cette angoisse pour les emmener vers le chemin de la résistance. Donc, vous avez parlé de cette prophétesse. Il y en a eu en Zambie aussi, avec Alice Lanchina. Donc, on parle de Chimpavita. Le kibanguisme aussi, c'était... voilà, l'émanation. Donc, il y a eu... Et ça passait effectivement par la spiritualité, parce que peut-être que c'était le langage le mieux compris par l'ensemble de ces gens qui étaient tous différents et venaient d'univers totalement différents. Mais ça correspondait à leur angoisse, à leur inquiétude. Et quelqu'un leur promettait, à travers cette spiritualité, que les choses allaient changer, que le temps, la période de félicité d'avant, du temps de nos ancêtres, allait revenir. Donc, c'est pour ça qu'elles arrivaient à avoir autant de succès et qu'elles étaient suivies, parce que les gens étaient tellement désespérés, pour peu qu'on leur apportait un message disant que ça pouvait changer si on s'unissait, parce que le mouvement de Chimpavita, ça a été aussi un mouvement d'union pour essayer de restaurer la souveraineté de son peuple, hein, puisqu'elle voyait que ce pays était en train d'exploser à cause de puissances étrangères qui étaient en train de le déliter. Et c'est ce qui a fait sa force, précisément. C'est que ces femmes que vous décrivez ont pour point commun également de renforcer la dignité des gens auxquels elles s'adressent. Elles ne sont pas tant dans « dégommons, égorgeons ceux qui nous oppressent » que dans « retrouver votre dignité et redevenez les hommes que vous étiez ». Ce qui est sensiblement différent, mais qui, de toute manière, revient au même pour l'occupant. Il y a quelque chose quand même qui interpelle, que ce soit des femmes, successivement, à plusieurs reprises. Est-ce que... Non, quand je dis qui interpelle, je voulais savoir si dans cette société congolaise, quel était le statut de la femme dans ce royaume-là? Elle était... elle avait les mêmes droits ça, je me tourne vers l'historienne parce que je ne le sais pas. Mais plus que ça, vraiment... je pense que les femmes se sont senties investies d'un rôle parce qu'elles sont mères et qu'elles veulent un monde meilleur pour leurs enfants. Et ça, c'est vrai, donc quelle que soit l'organisation de la société. Quelle que soit l'organisation de la société, toutes les révoltes féminines qu'on a eu à constater dans l'histoire de l'Afrique, il y en a eu énormément au Nigeria aussi pendant la colonisation au 19e siècle. En Afrique du Sud, aussi. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'est-ce que je vais offrir comme monde à mes enfants? Est-ce que c'est l'esclavage? Et puis qu'on les met au monde, ces enfants, donc on ne les met pas au monde pour qu'ils deviennent des objets. Voilà, et le Congo, à cette époque, c'est la saignée de l'esclavage qui complètement affaiblit. Il y a des régions entières qui se vidaient parce que les gens fuyaient. Et donc des parents, des activités qui disparaissaient. Donc tout ça, cette jeune femme a eu le courage de comprendre une situation et se dire, il faut maintenant qu'on m'entende et que je puisse réunir tout le monde. Alors je vous ai répondu par une boutade en disant que nous ne sommes pas surprises, mais c'est vrai que... on dit souvent des femmes africaines, même aujourd'hui, qu'elles sont soumises et dominées, ce qui fait toujours sourire et les Africaines et les Africains, qui savent exactement de quoi il en retourne. C'est un peu plus nuancé que ça. Et souvent, moi, j'ai cette phrase qu'on attribue à Myriam Makeba, à qui une journaliste posait la question justement de la domination des femmes noires par les hommes, leurs hommes, et c'est compliqué, et les pauvres dames, et la polygamie, tout ça. Et elle leur a répondu que la femme noire était la seule femme qui savait conduire une voiture au monde, qui savait conduire une voiture depuis la place arrière.
Et il y a quelque chose comme ça qui... et c'est vrai, c'est-à-dire que l'attitude de Kimpavit, à moi, ne me paraît... Elle est effectivement extraordinaire et à souligner, mais au fond, les Kimpavit, on a des mères et des grands-mères qui en sont, qui certes ne vont pas rassembler des milliers de personnes, mais qui vont rassembler leurs familles, qui vont rendre de l'espoir à leurs enfants, à leurs neveux, à leurs parents, en se mettant debout là où d'autres se seraient couchés. Est-ce que, comment dirais-je, l'importance de la religion chrétienne notamment dans ce Congo actuel même, est-ce que ça s'explique aussi par ce substrat? Est-ce que le Congolais a un rapport très particulier avec le christianisme? Avec la spiritualité, je dirais, moi. Et je ne le limiterai pas au seul Congo. Je crois que j'ai pu voir ça ailleurs sur le continent. Mais c'est très fort. La plupart des grands pasteurs aujourd'hui dans toute l'Afrique et même dans les diasporas, majoritairement sont congolais. Et puis il y a un rite congolais de l'Église catholique qui est absolument magnifique. Donc oui, il y a une... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une vraie appétence pour la spiritualité. C'est une hygiène de vie exactement comme manger, dormir, fonder une famille. Voilà, on a une religion et on honore la spiritualité. Vous êtes regardé de façon très bizarre quand vous dites que vous ne croyez pas en Dieu ou que vous n'allez pas à l'église. Vous êtes soupçonné des pires choses. C'est une hygiène de vie, vraiment. Et quels étaient les rapports entre ce royaume du Congo et puis des royaumes voisins qui n'étaient peut-être pas dans l'escarcelle du pouvoir central de Mbanza Congo? Disons qu'il y a surtout le royaume de Ndongo qui allait devenir l'Angola, qui était une ancienne province du Congo et qui a pris son indépendance, enfin qui s'est battu contre le roi du Congo et contre le Mani-Congo et qui a réussi à gagner, à vaincre et qui a pris son indépendance. Pourquoi? Parce que l'Angola a été le pays africain qui a été le plus saigné par la traite négrière. Et donc le Congo avait autorisé les Portugais à créer une esclaverie, comme on dit maintenant, à Luanda. Mais les Angolais eux-mêmes, enfin les gens du Ndongo, n'avaient pas eu leur mot à dire. Et quand ils ont compris que les Portugais s'installaient pour saigner leur pays, ils se sont lancés dans une résistance et une révolte qui allait durer plus d'un siècle. Mais pour revenir à Kimpavita, je pense, puisqu'on parlait de spiritualité, d'église, je pense justement qu'elle a utilisé une église pour faire passer son message. Parce qu'elle était christianisée, elle savait lire, et elle a vu dans la Bible que ce qu'on enseignait, c'est-à-dire la fraternité, les belles paroles, que le Christ est tout le monde, ça ne s'appliquait pas aux Africains, que les Blancs et les missionnaires aussi faisaient des différences. Et eux-mêmes, ils participaient à l'esclavage, puisqu'ils avaient des intérêts dans des compagnies, dans des... voilà. Aussi, voilà. Donc, elle a très vite compris, et ce qu'elle a voulu faire, c'est créer une dissidence, une église africaine, mais avec un certain nombre de valeurs chrétiennes, où elle disait, il n'y a aucune raison que le Christ soit blanc, il peut être noir aussi. Et que dans le ciel, les anges ne sont pas que blancs, que nous aussi, nous pouvons devenir des anges dans le ciel. Donc, dites ça à une population en détresse et vous l'avez avec vous. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à lancer cette croisade qui l'a menée jusqu'à San Salvador, enfin, Mbanza Congo, en 1704. Et justement, de l'autre côté de l'Atlantique, parce que on sait bien que le Congo, l'Angola, enfin tout ce qui était ce royaume-là ont été saignés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement comme ça de gens, peut-être de retour ou de tourisme culturel, de gens d'Afro-Américains, d'Américains d'Amérique du Sud qui reviennent? Alors, de mouvements touristiques ou un peu comme un pèlerinage, oui. Comme au Sénégal. Comme déjà au Cameroun un peu. Alors, que je sache pour le moment, non. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je me souviens d'un documentaire, en revanche, réalisé par une jeune femme antillaise, qui, elle, enquête aux Antilles sur les descendants de Congolais.
Parce qu'il y a notamment dans la cuisine des traces de la présence des Congolais. Il y a la fameuse soupe à Congo. Il y a aussi des gens qui ont des noms typiquement congolais. Et c'est une réalité qui est un peu vidée de son sens aux Antilles et qui, comme partout, évidemment, est plutôt péjorative. Mais ceux qui portent ces noms-là et qui sont porteurs de cette culture aux Antilles en sont très fiers. Ils ont une place un peu particulière, ils ont une place un peu à part, si j'ai bien compris le documentaire. En revanche, un mouvement culturel comme on peut en voir au Bénin, par exemple, non, pour le moment, pas que je sache. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le pays a une image d'insécurité qui n'incite peut-être pas à organiser des circuits. Voilà, oui. Mais qu'est-ce qui explique qu'à la conférence de Berlin en 1885, on ne confie pas, parce qu'ils se sont partagés un gâteau, enfin, on peut dire ça rapidement comme ça, on ne confie pas ce Congo au Portugal qui les connaissait mieux. Pourquoi c'est plutôt la Belgique qui arrive. En fait, à la conférence de Berlin, bon, chacun, c'est vraiment une espèce de modus vivendi. Chacun s'arrange. Moi, je te donne ça. En échange, tu prends ça. Donc, le Portugal va garder l'Angola. La Belgique, enfin, le roi Léopold voudra absolument... qui est un grand mécène des explorations, des conquêtes. Avec des mains coupées aussi. Voilà, sur ces... Et donc, va prendre le Congo, comme son jardin voilà, comme son jardin. Et les Français qui râlent vont obtenir une partie donc, de ce territoire qui va devenir le Congo-Brazzaville. Donc, ils se sont arrangés entre eux et pour eux, il n'y avait pas de problème. Peut-être que le Portugal avait des antécédents avec une résistance qu'ils ont parfois connue avec le pouvoir central congolais. Peut-être aussi qu'ils n'en avaient plus les moyens. Non, et puis c'est ça, le Portugal était même puissant aussi. Hein, après, le Portugal contemporain n'a rien à voir avec le évidemment. Portugal dont nous parlons à l'époque. Donc oui, je pense que c'est vraiment une histoire de puissance, de rapport de force. Et Léopold a été le plus fort. C'est celui qui a su damer le pion. Qu'est-ce qui explique que dans l'inconscient collectif, est-ce que c'est à cause de l'histoire très très forte, très mouvementée, très violente de la colonisation congolaise, de la colonisation belge au Congo? Qu'est-ce qui explique? Moi je dis ça en tant que non-congolais. De loin, on ne sait pas qu'il y a toute une frange de cette histoire qui est liée au Portugal. On est toujours focalisé sur la Belgique. C'est à cause du côté contemporain ou parce qu'on a moins parlé? Elle est plus ancienne. Et puis, c'est enseigné dans les écoles au Congo? Pas que je sache. En Belgique, il y a eu une occupation. La Belgique a fait du Congo une colonie de peuplement. Alors que pour le Portugal, le Congo, c'était juste des escales commerciales avec quelques troupes. Colonisation spirituelle. Voilà. Donc, ils savaient qu'ils arrivaient à amadouer ces bonnes âmes avec la Bible, ça leur suffisait. Et ça marchait très bien. Et ils n'avaient pas eu des velléités de pénétrer l'intérieur du pays. Je vois par exemple en Angola, pourquoi ils ont voulu coloniser l'Angola? Parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des mines d'or et d'argent dans l'intérieur du pays. Donc, ils ont passé des années à rechercher ces mines d'or qu'ils n'ont pas trouvées parce qu'elles existent. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on les a découvertes. Ils ont mal cherché. Tandis qu'au niveau du Congo, ce n'était pas du tout le même besoin. Enfin, pour eux, c'était les richesses qu'ils avaient sur place leur suffisaient. Et puis, le fait d'avoir des dirigeants qui pactisaient avec eux dans le commerce négrier, que demander de plus, ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin. La question que vous posez est aussi, c'est une question très profonde et très importante. C'est pour que les Congolais connaissent cette histoire-là, il faudrait qu'elle leur soit enseignée. Mais dans quelle langue on enseigne? Quand on enseigne une langue, on enseigne aussi une culture. Quel est l'intérêt? La langue principale, l'une des langues principales au Congo est le français. Quel est l'intérêt pour ceux qui produisent, pour ceux qui éditent l'histoire au Congo, de raconter cette histoire-là? Il y a ce questionnement aussi. Il y a le questionnement de la langue dans laquelle on enseigne, dans quel but on enseigne, quelle est la politique de l'enseignement de l'histoire. Et toutes ces questions-là restent plutôt assez en suspens quand on regarde l'actualité politique congolaise. Est-ce que c'est spécifique, la manière dont les choses se sont déroulées au Congo entre 1482 et 1885? Cette espèce d'échange, de marché de dupes, de collaboration, enfin, je ne sais pas quel mot utiliser précisément. Est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé en Afrique, parce que les Portugais n'ont pas découvert que le Congo. Même un pays comme le Cameroun a été découvert par un Portugais, et puis d'autres. Nom d'ailleurs. Oui, Camagüès, etc. Mais pourquoi là? Est-ce que c'était spécifique à cette région-là? Comment ça s'est passé ailleurs?
Est-ce que ça a été est-ce que ça a été la même chose, c'est-à-dire une colonisation plus spirituelle? Moi, je pense que c'est une histoire de mode, si on regarde. Parce que cette colonisation spirituelle, ça s'est fait à ce moment-là, de cette manière-là, parce qu'on ne croyait pas vraiment à l'installation, et puis on avait plus besoin d'esclaves que de s'installer. C'est quand on a compris qu'il y avait des richesses à exploiter qu'on a fini par se sédentariser, par s'installer et par soumettre. Mais la première étape était celle de la rencontre et puis de la main-d'œuvre. Et puis, tous les peuples n'ont pas été aussi réceptifs aussi à la christianisation. Il y a eu des résistances dans certaines régions. Donc au Congo, ça s'est bien passé. Vous avez expliqué un peu comment cet accueil s'est fait, cette espèce de fraternité qui leur a permis de recevoir et d'accepter l'autre comme un frère. Voilà. Mais dans d'autres pays, les choses, une fois qu'ils ont compris qu'on... Il n'y a pas eu de résistance du tout? Oh, il y a toujours des résistances. Si, il y a toujours, mais c'est pas ce qui est mis en avant le plus dans l'histoire écrite par la colonie. Parce que je pense à la fierté congolaise quand même en faisant cette émission. Il y a forcément... Parce que les résistants, on les éliminait très vite. Mais à part ces mouvements-là, justement, c'est pour ça que c'est resté dans l'histoire, des grands mouvements populaires de résistance qui sont partis de la base du peuple. Il n'y en a pas eu énormément. En tout cas, pas qui nous ait été rapporté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, Chimpavita? Des tas de choses. Des tas de choses. Qu'il n'y a pas de fatalité, que c'est en se connaissant. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est ce travail de syncrétisme qu'elle a opéré et qui existe encore aujourd'hui en Afrique, mais c'est un syncrétisme que je dirais positif. C'est un syncrétisme qui restaure la dignité. C'est un syncrétisme qui aurait permis aujourd'hui qu'il y ait des révolutions comme on a pu en observer dans les pays arabes. Il aurait pu, avec une Kimpavita aujourd'hui, il y aurait des révolutions du même type. Parce que pour moi, ça passe par la spiritualité. Et ce qui s'est passé au Maghreb a été possible, notamment à cause de ce qu'on leur reprochait, justement, cette pratique de l'islam, cette spiritualité. Et je pense qu'elle a su... moi, je crois qu'on ne peut, en tant qu'individu, avancer vraiment que quand on adore des dieux qui vous ressemblent. Et elle a su créer des dieux qui lui ressemblaient, qui ressemblaient à son peuple, et donc insuffler la vraie dynamique. Elle a fait ce que les femmes font avec les enfants, avec les hommes. On raconte des histoires, et c'est par les histoires qu'on peut avancer et se construire. Donc, c'est une héroïne totalement moderne. Et puis cette liberté, ce courage, cet engagement... À 20 ans. Oui, mais 20 ans. 20 ans d'hier. Oui, mais 20 ans de l'époque, ouais. C'était une femme mûre. Vu l'espérance de vie, c'est pas la même chose. 20 ans de cette époque-là, moi je dirais que c'est 35-40 d'aujourd'hui. Les gens mouraient quand même beaucoup plus tôt. Donc 20 ans, certes, mais c'était une femme mûre, c'était une femme responsable qui aurait pu en plus, puisqu'elle était plutôt du côté des nantis, vivre de son côté, et non qui a choisi non seulement de se mettre en avant et donc de risquer sa vie, mais aussi de garder les racines de ce qu'elle était, en n'oubliant pas ce qu'elle a aimé aussi dans le christianisme, parce que tout n'était pas à jeter quand on regarde sa démarche. Une héroïne tellement moderne. Et puis qu'il y avait aussi une vision pour son peuple et son pays. Elle a su analyser une situation, voir où ça risquait de les mener si on continuait à laisser des étrangers s'immiscer autant dans le pouvoir central et dans les affaires internes du pays. Et elle avait vraiment une ambition, et c'est pour ça qu'on a voulu d'ailleurs la faire disparaître. C'est pour ça que les prêtres se sont très vite inquiétés de l'immense popularité qu'elle avait. Et ils ont cherché, parce que du coup, les gens se méfiaient de l'Église, ils allaient rejeter les Occidentaux, et c'en était fini de leur pouvoir. Donc il fallait absolument éliminer cette jeune fille, et ils ont trouvé un subterfuge en disant, puisqu'elle est enceinte... Son procès, il est terrible. On n'aime pas trop les comparaisons, style la Jeanne d'Arc et blablabla. J'espérais que ce mot ne serait pas prononcé. Non, mais c'est un auteur congolais qui a, pour lui, il a voulu... Non, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais parler de la mascarade de son procès, un truc assez hallucinant. Tout comme la présence des Européens à ce moment-là, tout ça n'était qu'une vaste mascarade, donc on est dans la continuité au fond. Et inventer que parce qu'elle était enceinte alors qu'elle prétendait être vierge, qu'elle devait finir au bûcher, oui, mais bon, en même temps, inventer que c'est par la volonté de Dieu que les Portugais étaient là et qu'au fond, il fallait pactiser avec eux, c'est une mascarade aussi. Enfin, on est dans la continuité, rien de... Il semble qu'elle soit assez connue, en Amérique latine notamment, dans certains pays, et même enseignée.
Oui, alors l'auteur, j'ai apporté, alors en plus du livre référence de Madame Serbin, j'ai apporté le livre d'un auteur congolais qui s'appelle Mpembi Kossi, qu'il me pardonne. Montrer, là, oui, c'est parfait. Voilà. Et ce livre est sorti en septembre 2012. Il est publié aux éditions Aniboué. Ce monsieur est psychiatre au Congo. Et il a écrit sa version de l'histoire en assumant sa subjectivité. Et ce monsieur m'a raconté notamment, alors pas qu'en Amérique latine, qu'en Haïti notamment, il avait participé à un festival, je crois, et il est tombé sur des livres sur Kimpavita. Et dans les pays lusophones aussi, il y a une vraie production littéraire autour de ce personnage. Elle est connue aux Antilles? Certainement. Disons qu'il y a des gens qui recherchent leurs racines historiques et ces personnages comme Zinga aussi, qui fait un tabac aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine au Brésil par exemple, et même dans les Antilles. Donc tous ces personnages féminins forts qui symbolisent la résistance sont vraiment portés au nu par les gens de la diaspora, à qui on a toujours appris qu'ils n'étaient qu'esclaves et des soumis. Donc, ces personnages. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire sur le continent, on n'essaie pas de valoriser des personnages comme ça, parce que ça permet, au lieu de n'avoir que l'histoire occidentale comme exemple à faire annonner à nos enfants, on a des personnages qui ont eu une vision différente et qui ont eu des réactions différentes, et ça permet de montrer l'autre versant de l'histoire. Et dernière petite chose que je veux dire, et là je m'en réjouis, il y a juste quelques jours, à Brazzaville, donc le Congo-Brazza a décidé d'intégrer ce personnage dans son patrimoine culturel. Oui, et il y a une statue de Kimpavita qui a été édifiée sur une place importante de Brazza. Bravo. Et ça s'est fait juste au mois de juillet avec plein de cérémonies. Donc c'est quand même bien de souligner qu'un pays au moins revendique ce personnage et essaie de se l'approprier. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui me frappe toujours en préparant ces émissions, puisqu'on va vers les derniers temps de notre émission, c'est comment on a une photo de la capitale Mbanza Congo qui remonte, qui date du XVIe siècle, je crois. Mais c'est une ville extraordinaire, construite... Les Portugais étaient très impressionnés. Quand ils sont arrivés, oui. Comment ça disparaît souvent, ces vestiges? Non, on a une autre image d'une ville qui est construite en hauteur. Sur un rocher. Sur des pierres. Sur un rocher, oui. Et sur un rocher, effectivement. Mais c'était des architectes extraordinaires. Oui. Mais comment ça disparaît souvent, tous ces vestiges, les guerres. Et la nature reprend ses droits. Et la nature reprend ses droits. Ouais. Mais c'est terrible, c'est à peu près le cas partout. Et sur les le continent. guerres, et le fait que quand vous brisez les esprits les plus forts, vous brisez aussi les autres. Et c'est ce qu'Aminata Traoré a pu appeler le viol de l'imaginaire. Ça, c'est la ruine de Mbanza Congo. Oui. Ce sont les ruines, là. La nature commence à reprendre ses droits. On a une image avec des cathédrales portugaises. Mais ils ont trouvé déjà la ville construite. Mais c'est hallucinant. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse voir. Non, bien sûr que non, la nature... Mais alors, quand je dis rien, c'est vrai et pas. Alors, ce que la nature a détruit, absolument. Oui, c'est extraordinaire. Qui était sur une colline et qui était très imposante. C'était une citadelle imposante, oui. Et très bien organisée. Ce que le temps et la rencontre... malheureuse avec les Portugais, avec les Européens, ont détruit. Et c'est toute la force des diasporas. La spiritualité, elle, perdure d'une certaine manière. Alors avec les kimbanguistes, qui sont controversés pour certains, mais qui portent cette parole-là d'un espèce de panthéon noir, d'accès à la sainteté, par la culture congolaise et non pas comme un don venu d'ailleurs. Les Kimbanguistes, qui est un mouvement spirituel qui a été fondé par Simon Kimbangu, qui est mort en détention en 1950, politico-spirituel, qui est mort en 1951. Et du côté du Congo-Brazza, on a Machuani, les Machuanistes, avec, c'était Gérard Machua, quelque chose comme ça. Ce sont les mêmes mouvements qui se revendiquent en plus de cette héroïne-là. Oui, on trouve dans les recueils de prières kimbanguistes, je crois qu'on trouve même une prière à Kimpavita. Donc les ruines ont disparu, mais moi je suis toujours fascinée par la façon dont... malgré les océans, malgré la violence, subsistent des mots
des rites, de la cuisine. Et donc voilà, tout n'est pas totalement perdu. Qu'est-ce qui reste justement de ce royaume Mais justement, c'est dommage que nos États aujourd'hui n'essayent pas de sanctuariser un peu cet héritage, de montrer à tel endroit il y a eu tel personnage, tel fait. Ce serait vraiment pour les jeunes générations quelque chose, un lien à laisser, une continuité de notre histoire. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, je disais dans mon livre, ma fille de 8 ans qui pensait qu'on n'avait pas d'histoire, donc on avait dû arriver après les autres peuples du monde, alors qu'on est le continent africain et le plus anciennement peuplé de cette planète. Donc c'est dommage que pour ces jeunes générations, on ne puisse pas faire préserver tout ce souffle qui est venu d'Afrique, ce souffle historique, et des lieux symboliques où ont vécu ces personnages. Le Congo est trop riche, c'est ça? Ça attire des convoitises depuis très longtemps. Beauté fatale, oui. Beauté fatale. Eh bien, on se rapproche de la fin de l'émission. Il nous reste une petite minute. Je vais vous laisser à chacune le soin de dire un mot sur cette femme qui est là et qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit enseigner, qu'on doit transmettre. Vous, elle vous inspire quoi? Écoutez, moi, je trouve que cette jeune femme pourrait être un modèle pour aujourd'hui nos enfants, parce que confrontée à une situation, elle a trouvé en elle la force et les armes pour lutter. Hein, nous sommes tous confrontés à des situations, surtout sur le continent, tellement oppressantes et tellement difficiles. Elle a trouvé sa façon elle a apporté sa voix, sa contribution, quitte à sacrifier sa vie, puisqu'elle savait que c'était un chemin dangereux. Elle l'a fait quand même. Et je pense que nos jeunes générations ont besoin de se ressourcer auprès de héros comme ça. Il nous reste 30 secondes, on se les partage. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense, comme Madame Serbin, qu'il faut lire. Alors, lire son livre, lire celui de Mpembik aussi, lire la pièce de théâtre de Bernard Davier qui s'appelle Donna Béatrice. Il est épuisé chez Présence africaine, mais voilà, Ibrahima Babakake aussi en 1976 a fait quelque chose, le titre m'échappe, sur elle. Lisez, allez voir qui elle est et appropriez-vous ce qui vous convient d'elle. Cette Afrique est extraordinaire à découvrir au quotidien. Ce Congo-là, on ne le connaissait pas, en tout cas hors du Congo. On espère qu'il est quand même connu un petit peu dans le Congo même et qu'un jour, ces héroïnes, ces martyrs vont inspirer ce Congo trop riche, trop convoité depuis toujours, depuis la nuit des temps. Grande civilisation, ce royaume du Congo a laissé beaucoup de choses, beaucoup de traces. Cette émission est simplement là pour faire revivre un certain nombre de personnages, aller chercher. Il y a des livres, il y a Internet aujourd'hui où on peut tout apprendre. Ce soir, c'était Chimpavita. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de l'invité de l'histoire. Je dis merci à mes deux reines, celles qui m'ont accompagné ce soir. Merci à Anastasie Toudiesh. Merci beaucoup, Gabriel. Merci Sylvia Serbin, toujours dévouée à la tâche. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde.